pour amener le débat. Nous accueillons François Descamps, responsable de la boutique Descartes à Bordeaux, mais avec d'autres facettes qui nous fera un plaisir de faire découvrir. Isabelle Lueno, qui est ludomédiathécaire à la ludomédiathèque. J'ai du mal avec ça. À la ludomédiathèque de Saint-Médard-en-Jalles, du Marais. Céline Chalme. Et enfin, Hugo Daniel-Rossa, qui est notre illustrateur du jour. Donc, merci Kat, et particulièrement merci Hugo d'être présent, parce que voilà, c'est assez rare. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un temps de présentation des intervenants, pourquoi ils ont accepté de venir participer à cette table ronde. Ensuite, il y aura un petit temps. On sait qu'on va générer certainement des questions, des frustrations, mais on arrêtera court, c'est un petit peu hors sujet. On aura des photos de la ludomédiathèque, puisqu'on a ici les membres de l'équipe. Et puis ensuite, on introduira certainement un échange. Oui, que dire pour introduire ce sujet passionnant, sinon que en dehors de ma présence dans le milieu par le business, ce qui peut être intéressant dans la discussion du jour, c'est que je suis dans ce milieu de façon professionnelle depuis très longtemps, parce que ça va bientôt faire 30 ans que je bosse là-dedans, et que je peux avoir une certaine vision globale de la façon dont les choses ont changé entre le milieu des années 80 et maintenant, quant à la présence des illustrations sur les boîtes de jeux et la façon dont l'illustrateur est devenu autre chose qu'un poseur de jolies couleurs sur une boîte. Donc moi je m'appelle Isabelle Guillonneau, je suis bibliothécaire, plutôt spécialisée littérature de jeunesse, et je travaille depuis 1 an et demi dans une ludomédiathèque. Donc c'était un mélange de ludothèque et de médiathèque, où on l'a évoqué un petit peu ce matin en fin de conférence. Effectivement, le jeu se trouve au milieu des restes des documents de la partie, on va dire, médiathèque. Donc, en fait, il n'y a qu'une seule salle, un seul même plateau où tout est sur les mêmes étagères. On a pris le parti de ne pas séparer le jeu du reste. Donc l'enjeu culturel, bien sûr, en bibliothèque, on ne se pose plus la question par rapport au livre, mais effectivement, on verra tout à l'heure comment on a envisagé le jeu au milieu de tout ça. Voilà, on a un petit diaporama qu'on lancera tout à l'heure, parce que parler d'une ludomédiathèque, c'est bien. Alors certains l'ont peut-être visité, sont peut-être venus à la soirée qui avait été organisée à la ludomédiathèque il y a quelques mois, pas forcément tout le monde. Et c'est vrai que parler d'une ludomédiathèque à l'heure actuelle, c'est pas forcément très parlant, puisque tout le monde a en tête effectivement la salle séparée avec les jeux ou les rayonnages, où on met bien les jeux d'un côté, bien séparés du reste des livres notamment. Donc on lancera le petit diaporama pour que vous puissiez bien comprendre comment on a organisé tout ça. Et je travaille donc dans une ludomédiathèque, nous sommes 4, donc 2 ludothécaires et une animatrice multimédia. Donc moi je suis Céline Féchal, je suis ludothécaire depuis 2007 et donc il y a 1 an et demi j'ai intégré aussi la ludomédiathèque justement pour évoluer aussi dans mon métier de ludothécaire et voir aussi comment on pouvait allier le livre ou autre chose, la musique, le théâtre, des expositions et autres. Donc voilà, ça fait 1 an et demi que j'ai intégré cette équipe. Et donc voilà, j'avais vraiment pallié avant, j'étais vraiment en ludothèque. On voyait déjà l'importance de l'illustration, d'autant qu'avant j'étais sur Etienne et Moulineau et en 2013 on parlait déjà du prix Ludia, qui est sorti maintenant. Donc voilà, là il y a le parallèle qui est intéressant maintenant avec le monde du livre. Moi, alors du coup, je suis illustrateur, et graphiste, assez polyvalent, donc c'est vrai que mon expérience du jeu pour l'instant c'est surtout un jeu. Qu'on a sorti avec mon camarade Baptiste dans le cadre de notre association Game Trust et qu'on a mené de bout en bout en gérant financement, conception, création, fabrication. Et donc, je peux apporter cette petite expérience et puis ce que je peux savoir du métier illustrateur. Après, voilà, c'est sûr que
ludomédiathèque, le projet a démarré en octobre 2013. Le projet a mis à peu près un mandat municipal pour germer. La demande du maire était de réhabiliter un ancien Intermarché dans lequel il voulait mettre quelque chose pour l'enfance, les loisirs, la culture, enfin voilà, une sorte de bâtiment un petit peu fourre-tout, dans lequel il a fallu créer un projet. Et il est parti aussi après sur une idée d'annexe, bibliothèque jeunesse, quelque chose comme ça. Et puis ça n'intéressait pas beaucoup la directrice du réseau, donc Edwin Guiraud, qui est la directrice du réseau des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Le réseau comporte la médiathèque dans le centre-ville, la ludomédiathèque, les archives municipales et une permanence 2 fois par mois de la bibliothèque à la résidence des personnes âgées. Donc elle ne voulait pas dupliquer la médiathèque et refaire une petite bibliothèque miniature à 3,5 km du centre-ville, hein, on n'est quand même pas très loin du centre-ville. Donc elle est venue, elle a assisté, elle a été invitée, je crois, une année par l'IUT à la journée professionnelle, donc comme aujourd'hui, et elle a écouté toute la journée ce qui se disait autour du jeu. Et à chaque fois qu'elle prenait des notes et qu'elle écoutait tout ça, tous ces discours, elle transposait tout ça sur le monde du livre. Et elle le transposait sans problème. Je veux dire, à chaque fois, elle trouvait des parallèles sur vos préoccupations, nos préoccupations. La gestion d'un espace ludique, un espace avec du livre, c'est pareil, toutes les questions qu'on peut se poser, l'accueil du public, les animations, tout ce qu'on peut faire, le traitement des documents, etc. Donc elle s'est rendue compte qu'elle pouvait tout transposer automatiquement sur notre métier à nous. Donc elle s'est dit, voilà, pourquoi pas proposer un espace un peu nouveau, au lieu de dupliquer bêtement une bibliothèque en miniature, pourquoi pas y mettre du jeu. Donc voilà ce que ça donne, la ludomédiathèque de Saint-Médard-en-Jalles. On a un espace d'à peu près 400 mètres carrés, et sur cet espace-là, c'est un plateau unique en rez-de-chaussée, on trouve, vous voyez, à la fois du jeu et du livre, du jeu vidéo également, des DVD, voilà, des journaux, des documentaires en tout genre. Et voilà, les jeux sont systématiquement sur les étagères au milieu du reste. Alors évidemment, sur le rayon des romans policiers, on a mis plus particulièrement les jeux qui tournent autour du polar, des enquêtes, résoudre les énigmes, etc. Sinon, sur le secteur jeunesse, les enfants vont trouver du livre, des albums, et ils vont trouver des jeux adaptés à leur âge, sur les mêmes étagères. Il n'était pas question de faire des espaces... Alors si vous regardez sur Internet, vous tapez ludomédiathèque, vous allez en trouver plein en France. Mais en fait, si vous regardez dans le détail, souvent la bibliothèque a ouvert une salle à côté, dans le bâtiment, mais un peu plus loin du couloir, ou au fond de la bibliothèque, un espace vraiment dédié aux jeux, donc avec que des étagères de jeux, et pas de livres mélangés. Voilà, mais sinon, ce concept-là, où on a vraiment tout mélangé, on a vraiment voulu traiter le jeu comme le reste, il y en a très très peu, on était les deuxièmes à ouvrir en fait. Actuellement, il y en a 4, la première étant à Fos en région parisienne, il y a Saint-Herblain aussi depuis peu, et une qui va ouvrir là, qui a ouvert incessamment sous peu. Je crois que dans les Landes, ça tombe faute de financement. Mais depuis un an et demi qu'on a ouvert, on a eu beaucoup de demandes de ludothécaires ou de bibliothécaires, soit par téléphone pour poser des questions sur notre concept, ou pour venir visiter, pour voir comment les bibliothécaires s'approprient et installent le jeu dans une bibliothèque, ou comment des ludothécaires s'intègrent dans une bibliothèque. Donc, quand les gens arrivent en disant « Bonjour, je viens voir votre ludothèque »,« Bonjour, je viens voir votre bibliothèque », systématiquement on reprend en disant « Vous êtes dans la ludomédiathèque ». Pour certains, c'est le livre qui domine, pour d'autres, ça va être le côté ludothèque parce qu'ils en fréquentent déjà. Voilà, nous, on tient vraiment à cette appellation ludomédiathèque. Donc on a appris à travailler ensemble, les ludothécaires et les bibliothécaires. On continue. Est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien, on ne sait pas vraiment encore, hein, on n'a qu'un an et demi de recul pour analyser tout ça. Donc on continue de travailler voilà, sur le concept. On participe à ce genre de journée parce que moi, ça me permet en tant que bibliothécaire d'entendre effectivement votre position à tous sur le jeu, comment vous l'envisagez, documents enfin, ludiques, mais aussi culturels, mais aussi... voilà, donc la place du jeu, pour nous, enfin moi j'ai besoin aussi d'entendre tous ces avis-là sur le jeu, comment vous l'envisagez. Voilà, donc je pense que le concept va évoluer, va progresser, mais toujours dans cette idée d'avoir, voilà, que le jeu ait sa place. Que ce ne soit pas alors volontairement, on n'a pas acheté beaucoup d'étagères.
beaucoup ont dit à la directrice, à Evelyne Guiraud, quand elle a acheté le mobilier, oh, mais bah, c'est détaché dans ta bibliothèque. Hop, elle a dit stop, il nous faut des espaces pour le jeu, on ne veut pas que les gens viennent que pour le livre et prennent des habitudes de bibliothèque. Et elle a bien fait, ça évite les débordements et ça évite que le livre, tout d'un coup, hop, reprenne le dessus sur le jeu, justement. Et si je peux me permettre, pour l'avoir visité, alors au début, j'ai trouvé qu'au niveau du son, il y a eu vraiment une réflexion sur... Oui. Alors Foss nous a fait peur. On n'avait pas encore ouvert que Foss sort un article dans Livre Hebdo, ou je crois que c'était dans Livre Hebdo, donc une revue professionnelle du livre, et en disant, donc c'était très bien, elle présente le concept, hein, la directrice, et elle a eu une petite phrase malheureuse dans cet article, où la personne en tout cas qui a fait l'article a eu une petite phrase malheureuse. Il a dit, voilà, la directrice dit qu'effectivement le seul inconvénient c'était le bruit. On s'est dit mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais qu'est-ce qu'elle dit là? Voilà. Et on a la chance d'avoir eu un architecte qui avait ses qualités et ses défauts, il a fait un peu sa tête, mais il a fait un traitement effectivement au niveau du son qui est très bon. Et il y avait je sais pas combien il y avait ce genre-là, et c'était pas bruyant. Quoi. Non. Et, ouais. Alors moi j'ai travaillé 10 ans à la médiathèque du centre-ville, à la médiathèque du Carré des Jalles, qui fait 1800 mètres carrés, qui a des plafonds immenses, des hauteurs pas possibles, des espaces immenses, et un écho, un bruit qui s'amplifie énormément. C'est vrai que quand on a vu cet article, on s'est dit ça y est, on va faire peur à tout le monde, à commencer par notre propre municipalité, à nos propres élus. On s'est dit qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, voilà, moi je peux comparer, en 10 ans de médiathèque, je peux comparer maintenant un an et demi de pratique. Non, le traitement a été bien fait, les plafonds ne sont pas très hauts, il y a une bonne acoustique dans la salle, et tant mieux, parce qu'on ne voulait pas véhiculer cette idée que le jeu pouvait être bruyant et pouvait gêner les lecteurs, et qu'il y avait aussi peut-être deux publics différents, les lecteurs et les joueurs. Or, nous, on se rend compte dans la pratique que tout le monde fait tout. Voilà, cette petite phrase, on s'est dit, mince, ça va faire peur aux bibliothécaires. Bon, nous, par la pratique, on peut dire que tout se mélange très bien. Depuis 1 an et demi, on a beaucoup de demandes de visite d'élus, de responsables culturels, de bibliothécaires, qui viennent voir de plus près quand même comment on a organisé ça. Et là, les barrières, c'est essentiellement juste le temps de développement, ou il y a vraiment des barrières au développement de cette idée Non, je crois qu'il y a des petites réticences chez les bibliothécaires, qui maintenant, même dans notre équipe, parce qu'en tout on est 27 agents. Nous on est 4 sur la structure, tous les autres sont sur la médiathèque principale du centre-ville, et c'est vrai qu'ils étaient quasiment tous réticents à voir arriver du jeu. Ça allait être bruyant, ça allait courir dans tous les sens, ça allait sauter, ça allait faire plein de choses qu'elles n'ont pas l'habitude de voir dans le rayonnage du livre, c'est sûr. Et puis maintenant, elles viennent régulièrement travailler avec nous, elles nous remplacent quand on n'est pas là, etc. Donc elles se rendent compte qu'effectivement, c'est possible et que le jeu a toute sa place. Et il y a d'autres essais comme ça en France Ça commence à venir. Des petits bouts, certains commencent à acheter un peu de jeux. Alors nous, on milite aussi pour qu'ils embauchent des bibliothécaires. Moi, je peux le dire depuis 1 an et demi, si j'étais toute seule pour pouvoir parler du jeu, expliquer les règles du jeu, qui quelquefois pour moi c'est des hiéroglyphes. Voilà, et les mécaniques de jeu, moi je ne suis pas dans ce bain-là, donc j'avoue que j'ai toujours un peu de mal. Voilà, nous on milite aussi pour qu'il y ait des ludothécaires, c'est vraiment votre métier. Par rapport au classement. Alors vous avez votre classement et on a le nôtre. Comment vous avez fonctionné du coup par rapport à ça? Sachant qu'on n'a pas de logiciel de ludothèque. On venait de changer de SIGV, donc de système informatique de gestion des bibliothèques. On venait d'investir dans un logiciel extrêmement cher et qui ne fait pas les deux. Mais on se rend compte quand on catalogue des jeux que de toute façon c'est possible, c'est possible, on adapte la grille. Il y a des restrictions, on est en loisir dans la catégorie. Mais ça va changer, il y a des paramétrages. Voilà, il y a des paramétrages forcément. C'est pas le même outil en fait. Oui, On c'est le même outil. Donc, Et nous, aux on adhérents, s'est créé une grille, puisqu'il y avait des grilles pour le livre, le DVD et tout ça, et pour le jeu, il a fallu la créer. D'accord. Et au niveau des adhérents, la proposition que vous faites, c'est d'avoir quelque chose qui permet d'accéder à la fois au livre et au jeu. Oui. En fait, il y a un portail, ils ont accès depuis la médiathèque, la ludomédiathèque et depuis chez eux. Et donc, ils ont accès au fond et de la médiathèque et de la ludomédiathèque.
ça aussi, hein, c'est toujours en cours de paramétrage, d'amélioration, etc., pour que le jeu devienne de plus en plus visible même sur le site. Sachant que si là vous allez demain ou plus tard sur le réseau, les jeux sont encore en minorité puisque le catalogage des jeux a commencé il y a très peu de temps, il y a 6 mois à peu près, puisque justement il y avait l'ouverture de la structure pour se connaître, appréhender les métiers et travailler ensemble, et puis aussi créer la grille, puisqu'il n'y avait rien en partie de zéro. Vous avez un stock de combien de jeux et livres du coup Tout mélangé. Non, mais Je vais sortir les derniers chiffres. Il n'y a pas de prêt de jeu. D'accord. On espère que ça se fera par la suite, mais pour le moment, il n'y a pas. Et c'est pas pour l'année 2015. Chloé, pas pour 2016 non plus. Je n'anticiperai pas sur 2016, Voilà. mais le choix politique cette année a été de continuer à faire du jeu sur place pour le moment, le temps d'agrandir le fonds et de voir comment les budgets vont évoluer, puisque les dotations pour les municipalités sont en chute libre, et que voilà, on ne peut pas non plus savoir ce qui se passera l'année prochaine. Donc cette année, c'est toujours en stand-by, et c'est du jeu sur place. Et alors vous avez des temps d'ouverture bien sûr communs, mais est-ce qu'après vous avez des temps d'ouverture plus animation, ludothèque propre et d'autres plus... C'est par les genres, hein, vous voyez, c'est non, c'est pas la question. Mais bon, il y a Ouais. quand même des moments où Les soirées il y a des jeux. choses qui peuvent Typiquement, aller, une des soirée jeux. jeu. Voilà, il y en a eu une là au mois de mars-avril. Voilà. Donc là, typiquement, c'est que du jeu. Les gens qui arrivent, ils sont prévenus, c'est vraiment soirée jeu. Ouais, il y a des temps. Mais sinon, voilà, on est tous ensemble, on peut pas séparer. Je comprends bien, mais voilà, je me dis, il y a peut-être des moments où en fonction du programme ou des animations... Il y a des animations, proposées, jeux. Oui. Voilà, il y a des animations jeux, il y a des animations contes. On essaye de toucher un peu tout. Et des fois, on fait des animations en duo. Voilà. Et avec le conte et avec le jeu, c'est possible. Moi, quand je fais mes petites lectures pour les enfants, maintenant, j'intègre du jeu, des marionnettes, des petites choses comme ça que je ne faisais pas avant. Mais puisque là, maintenant, j'ai tout ça sous la main, j'ai tous ces supports-là, il n'y avait pas de raison que, quand je raconte mes petites histoires, je ne puisse pas utiliser... voilà. Ouais. Ce qui est intéressant comme expérience, c'est que nous, dans notre métier, c'est la façon dont on essaye de travailler avec les jeux. C'est-à-dire qu'on voit plus notre métier comme un métier de bibliothécaire que comme un métier de vendeur de petits pois. C'est-à-dire qu'on travaille à l'intérieur de la boutique avec une réflexion qui est assez similaire à celle des libraires, à savoir qu'on défend par exemple au sein du magasin l'existence d'un fonds. C'est-à-dire que comme on va trouver un fonds dans les bonnes librairies avec des auteurs classiques, c'est quelque chose qu'on essaye de maintenir systématiquement à l'intérieur du magasin, malgré le fait que, pour reprendre un parallèle avec le métier du livre, on est dans une situation dans le jeu qui rappelle un peu celle de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il y a une inflation de nouveaux titres qui est incroyable et qui va de mieux en mieux pour certains ou de pire en pire pour d'autres selon la lecture qu'on en a, mais il y a de plus en plus de jeux qui sortent. L'an dernier, on est arrivé à une moyenne de 5 ou 6 nouveautés par semaine, sans tout prendre. Ce qui fait une somme d'informations et de propositions à faire qui commence à devenir ingérable. Donc de plus en plus, comme le font les libraires, on est obligé de faire des choix, mais au niveau des commandes elles-mêmes. Et on est obligé de faire des choix pour que, comme je disais au début, on garde un fond. C'est-à-dire que le jeu ne fasse pas qu'un passage éclair, ce que font beaucoup de toute façon, mais qu'on ait aussi la possibilité de prendre le temps de garder des jeux et de continuer à conseiller des jeux même s'ils ont 2, 3, 5, 10 ans. Et donc on est un petit peu sur le même type de réflexion par rapport à ça. Et
dans un ordre d'idées assez proche, on est farouchement opposé au référencement et à la mise en avant de ce que certains consommateurs, notamment les mamies et les mamans, pour ne pas les désigner, appellent le jeu éducatif. Nous, on est contre le jeu éducatif. On pense que les enfants passent suffisamment de temps à l'école tous les jours, sans avoir envie de les emmerder après l'école en leur faisant faire le joyeux jeu des récitations ou l'excitant jeu des conjugaisons. Et pour nous, le jeu en lui-même, quel que soit le jeu, il est éducatif parce qu'on y apprend plein de trucs. Mais on n'apprend pas forcément ses tables de multiplication ou sa géographie, mais on apprend à vivre avec les autres, à réagir par rapport aux autres, à éventuellement apprendre des trucs parce que le jeu est basé sur un contexte plus ou moins historique. Mais le jeu a suffisamment de richesse par lui-même, sans être obligé de lui coller un prétexte à l'achat ou à la pratique. Voilà. La rentrée littéraire, c'est 500 romans à peu près qui sortent en septembre, là, vous voyez, à peu près. Donc, il faut garder un fond de base, effectivement, puis après trouver autre chose. C'est pas facile non plus. Nous, il y en a à peu près 800 par an en ce moment. Ah, mais c'est beaucoup trop. Ouais. Il y a de tout aussi. Oui. Et c'est quoi vos critères pour déterminer votre fond Les critères Parce que pour les déterminer... auteurs classiques... dans le jeu, il y a aussi des auteurs classiques. Il y a des auteurs classiques de première génération. On peut citer des gens comme Bruno Feduti, par exemple, qui est dans le jeu depuis le milieu des années 80, ou Philippe Despalières. Bruno Feduti, connu pour Citadelle, mais il en a fait plein d'autres. Philippe Despalières pour La guerre des moutons ou Les loups-garous. Il y a des auteurs qui sont devenus des auteurs classiques depuis 4 ou 5 ans, comme Antoine Boza ou Bruno Catala. Et puis il y a, comme dans la littérature, il y a de temps en temps un petit nouveau qui va percer. Mais ce qui va nous pousser à faire en sorte qu'un jeu reste dans notre fond de jeu, c'est différents critères. D'abord, il y a le premier critère, c'est le fait qu'il ait été adopté par les joueurs et que les joueurs se servent de certains jeux comme passerelles, c'est-à-dire qu'ils vont amener de nouveaux joueurs au jeu grâce à certains jeux, et c'est quelque chose qu'on repère nous aussi. Et donc il y a des jeux comme Les Aventuriers du Rail, par exemple, qui est un jeu qui a 10 ans maintenant. Les Aventuriers du Rail ou Carcassonne sont des jeux qui amènent beaucoup de non-joueurs au jeu. Et donc, ça ne sert à rien de forcément pousser des nouveaux visiteurs ou des nouveaux clients dans le magasin vers la nouveauté à tout prix. C'est bien aussi, comme en matière de littérature, d'essayer d'éduquer leur goût, quoi. Et sur le principe du goût, c'est quelque chose qu'on essaye de faire à chaque fois qu'on est face à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est de lui poser des questions sur les goûts qu'il a, que ce soit en matière ludique, s'il a un minimum de culture ludique, ou en matière d'autres vecteurs culturels, comme peut l'être la littérature, le cinéma ou le jeu vidéo, pour essayer de voir un petit peu quels sont ses centres d'intérêt et qu'est-ce qui pourrait lui convenir le mieux. Alors ce matin, parce que le thème c'est l'illustration à un enjeu culturel, et c'est vrai que je l'ai abordé rapidement ce matin. Moi, bibliothécaire, quand j'ai vu arriver les boîtes de jeux de Céline, là, juste avant l'ouverture, il y avait des palettes entières qui brillaient. Et c'est vrai que la boîte de jeux autour des contes de Benoît Fongelet, quand j'ai vu arriver ça, la bibliothécaire a réagi à moi évidemment. Et je me suis vite arrêtée parce que je me suis dit, bon, il faut que je découvre cet univers, je ne vais pas m'arrêter à ce que je connais, qui me rassure, etc. C'était un peu facile. Mais c'est vrai que quelques mois plus tard, on a eu une visite de groupe de bibliothécaires. Il y en avait une dans le lot qui disait, nous on va acheter des jeux et tout. Je crois qu'ils avaient commencé à acheter des jeux.
quelques-uns. Et alors systématiquement, du côté pédagogique, voilà, systématiquement, elle nous citait des jeux, voilà, toujours alors en lien avec le conte, avec la littérature de jeunesse, avec des apprentissages, géographie, etc., systématiquement. Et c'est terrible. Même pour moi qui suis bibliothécaire, c'est vrai que c'est rassurant pour une bibliothécaire qui n'y connaît rien en jeu. Tout d'un coup, elle voit arriver des jeux, elle peut s'y rattacher, elle peut y trouver des choses par rapport à son métier. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on n'achète pas pour nous non plus. Il ne faut pas tomber dans le tout pédagogique, éducatif, etc. D'ailleurs, le coup des boîtes éducatives, moi, enfin, je ne sais pas toi Céline, mais quelqu'un m'a demandé il n'y a pas très longtemps, est-ce que vous avez des boîtes de jeux éducatifs? Non, il faut avoir par rapport au jeu la même approche que par rapport au bouquin. Voilà, on ne lit pas un bouquin loisir. pour apprendre des trucs, on lit un bouquin parce que c'est vachement Oui, on simple. fait des promotions du jeu dans tout ce qui est apprentissage aujourd'hui. Ah oui. Les spécialistes le travail, les psychomotriciennes, les psychomotriciens travaillent avec, etc. Donc moi je suis responsable de ludothèque et c'est très fréquent que les parents arrivent en disant mais voilà, l'institut m'a dit qu'il avait des soucis là-dedans, est-ce que vous pourriez me conseiller un jeu pour qu'il travaille telle compétence? Sauf que le contexte est différent. Voilà. Si tu vas chez un spécialiste qui utilise le jeu comme moyen thérapeutique. Oui, non, mais ça c'est autre chose. C'est son boulot, Bien sûr, c'est son travail, il s'en sert, c'est son outil de travail. Je ne remets pas du tout en question ça. Je dis simplement que le parent, lui, il fait l'amalgame en fait. Et qu'en fait, il vient nous voir après à nous pour qu'on lui trouve des solutions pour qu'il puisse travailler telle et telle compétence avec son enfant qui a renforcé certaines choses. Et Dérive nous, comme ça. voilà, on est tout le temps en train de dire non, hop là, nous, ça ne fait pas, c'est pas notre métier. Par contre, on peut lui donner un jeu dans lequel il va s'amuser, dans lequel il va prendre du plaisir, se concentrer éventuellement. Mais finalement répondre à son attente, c'est le meilleur des deux. Parce que souvent. En tout cas, nous, on ne répond pas à son attente. Non, mais c'est que ce que le jeu va lui apporter de manière intrinsèque, ça va pas répondre à son attente de jouer absolument sur les éléments. Bien sûr. Bien sûr. Mais par contre, ça peut avoir des. Mais ça, on en a la conviction profonde. Hein. On travaille plein de compétences à travers le jeu, mais on ne le fait pas pour travailler des compétences. Alors c'est pour ça que nous, cette année aussi, au niveau de notre municipalité, de notre élu, le choix a été fait de ne pas accueillir de place à la ludomédiathèque. Pas pour le moment. Parce qu'on ne veut pas tomber dans l'écueil, effectivement, du jeu éducatif, etc., qui va aider la maîtresse à faire apprendre des choses. Parce qu'on sait très bien, on les connaît, on les pratique depuis longtemps à la médiathèque. Et là, on s'est dit, elles se sont toutes précipitées en 2013 dès qu'on a ouvert les portes. Vite, on veut venir, on veut visiter, on veut faire des choses avec vous. C'est bien. Mais justement, on a voulu garder ce côté ludique, plaisir, loisir, sans tomber dans l'écueil du côté pédagogique, éducatif, effectivement, qui sont le jeu. Et donc, on les fait, pour le moment, on leur a dit, c'est officiel, pas d'accueil de classe. Vous voulez aller à la bibliothèque dans le centre-ville, il n'y a pas de souci, elles font des accueils, des activités, etc. Mais pas chez nous. On privilégie les familles, les enfants, les adultes, parce qu'il y a aussi des adultes qui viennent seuls jouer. On privilégie cet aspect-là, vraiment. On verra plus tard. Voilà. Il n'y a pas que l'école. Personnellement, je travaille je suis responsable d'une bibliothèque qui appartient à un réseau de médiathèques. J'ai un dépôt de jeux dans les 6 médiathèques de la communauté où je travaille. Et je travaille en école. Et je conseille les gens, quand les gens viennent me voir, une dame qui est venue me voir une fois, son fils avait des problèmes de vue, juste de concentration des yeux, donc je lui ai conseillé des jeux. J'ai trouvé que ça rentrait dans le cadre de mon métier. Ah oui, non, mais ça, on est d'accord. Calidos, je ne sais plus l'autre, il faut trouver les objets. Le lynx. Et j'essaie toujours de lui trouver, à chaque fois que je lui amène des jeux, j'amène des jeux dans cette médiathèque, j'essaie toujours de lui trouver un jeu pour elle. Et à côté, elle a emprunté Canon Noir. Ça n'a rien à voir. Donc c'est... et le principe, c'est que l'enfant prenne du plaisir quand même à jouer. Oui, on est d'accord, oui. Et en école, j'interviens dans une école, je vais intervenir dans... Juste pour rebondir sur ton expérience, le lens et Kaleidos n'ont rien de jeu éducatif. Non, mais justement, ça passe pas. Donc là, le conseil est pertinent. Voilà, ça répond à la demande des parents. Et là, j'interviens pour l'instant dans une école, je vais intervenir dans une douzaine d'écoles en même temps l'année prochaine, en maternelle, sur des jeux à règles. Et la discussion que j'ai eue avec les directeurs d'école, c'est que je ne venais pas pour les remplacer, mais je venais pour que les enfants prennent du plaisir autour du jeu. Et si à travers ce plaisir, ça rentrait dans ce qu'ils faisaient, comme le quadrillage ou compter jusqu'à 10, c'était aussi bien. Mais au départ,
la position de départ, c'était que les enfants prennent du plaisir à jouer. Et l'année qu'on a passée à travailler avec une école, je peux vous assurer que tous les enfants ont pris du plaisir à jouer. Alors nous, on les accueille dans le cadre des TAPS, par exemple. Ah non, c'est en Comme ça, il n'y a pas l'enseignant derrière, il n'y a pas cette dérive possible. Parce que nous, comme on est tout nouveau, on veut d'abord installer cette image voilà, de loisirs, de plaisir, de structure ouverte pour les familles, pour les centres de loisirs, pour voilà, tous les enfants qui sont voilà, à un moment donné dans des structures d'accueil diverses. Mais l'école, voilà, on en a 13 sur la commune. Maternelle élémentaire, on en a 13. Sans parler des 2 ou 3 collèges. 13 écoles. Voilà, donc c'est vite, et c'est vite, effectivement, pour les enseignants, il y a toujours ce côté éducatif. Donc on installe d'abord cette image de loisir, de plaisir, du jeu et de la lecture, avant de s'engager à faire quoi que ce soit avec les écoles. Mais les enfants, voilà, on les a quand même par l'étape, les centres de loisirs, etc. Et aussi, mais moi, l'argument que j'avais avec les directeurs d'école, c'était que je n'étais pas là pour les remplacer, pour faire leur travail. Ça, c'était hors de question. Par contre, c'est des petits groupes de 4 autour d'un jeu, pas plus. Parce qu'en TAPS, je l'ai fait, ou en périscolaire, je l'ai fait. Et là, on avait une discussion ce midi. C'est 25 dans la salle et on ne peut absolument rien faire et personne ne prend le plaisir. Oui, c'est ça, c'est un projet. De toute façon, il n'y a pas de problème à travailler avec les écoles, mais il faut être très clair au départ, faire une réunion générale avec tous les profs. Et moi, ça se passe hyper bien. Il suffit de leur dire, ben voilà, nous, on ne va pas faire un truc éducatif comme vous l'entendez, ça va l'être, mais autrement. Et puis, c'est moi qui choisis. Et si vous voulez que je trouve un truc éducatif à l'intérieur des jeux, des joueurs qu'il y a dedans, je vais vous le dire ce qu'il y a d'éducatif dedans. Mais voilà, du coup, les enfants, ça va passer complètement au-dessus de la tête. C'est pas... En quoi, pour revenir juste sur l'illustration, en quoi l'illustration peut vous servir ou peut servir quand on vient vers vous justement pour un jeu, en quoi vous allez vous insérer comme support justement pour stimuler un peu le plaisir, ou au contraire comment ça va pouvoir desservir quand on a quelqu'un qui cherche un jeu éducatif et qui voit un gros gorille avec un zombie à côté, ça va être un problème. En fait, l'illustration, elle suit le mouvement. C'est-à-dire que le mouvement, depuis, on va dire, une vingtaine d'années, va dans le sens du jeu de société qui devienne de moins en moins un produit, pour aller de plus en plus vers un objet culturel. Et il y a eu une discussion ce matin à la fin de la conférence qui était là-dessus sur le fait que les jeux mettent de moins en moins en avant le titre du jeu pour mettre de plus en plus l'illustration en avant. Quand on regarde des jeux des années 60, on a un gros titre en couverture avec des couleurs plus ou moins passe-partout, et le dos de boîte était souvent une photo absolument magnifique avec la famille idéale, avec un sourire amidonné, qui était en train de s'éclater à jouer. Donc il y avait le papa, la maman, le fils et la fille. Où là, il n'y a que le papa et le garçon. Et ce type d'illustration n'existe absolument plus. Ça, c'est complètement terminé. Ça existe encore en grande surface, il me semble. Et, pardon ? Ça existe encore en grande surface, il me semble. Parce que, oui, mais c'est pas des jeux de société. Ah si. Ça reste... Même le Monopoly a abandonné ce genre de photos à la con. Ah ouais. De plus en plus, on a une illustration qui reprend les codes des autres médias, c'est-à-dire ça peut reprendre les codes des jeux vidéo, ça peut reprendre les codes de la bande dessinée, ça peut reprendre les codes de la littérature, puisqu'on a des illustrations de jeux qui vont ressembler beaucoup aux illustrations de romans d'anticipation, de science-fiction ou des romans fantastiques. Ouais. Et là, on est tout à fait... Il y a un truc que je vous demande. Quand on parle d'objets culturels, est-ce que, avant qu'on ait toute cette vague du jeu de société contemporaine, est-ce qu'on peut dire que, par exemple, le jeu d'échecs, c'était un objet culturel, dans le sens où c'est un classique culturel du jeu, la société, tout le monde a joué Ce que je veux dire, c'est qu'on ne rattache pas le jeu d'échecs à une illustration. Ce n'est pas une illustration qui va porter forcément le jeu vers un statut qui va être plus que de l'ordre de... Enfin, ça peut y contribuer, mais pas que.
c'est avec le succès aussi peut-être d'un jeu, de sa mécanique, le fait que énormément de gens ont joué, c'est devenu une institution. Et quand on dit que l'illustration est un enjeu culturel, on est d'accord, on ne voit pas que il n'y a que ça qui va porter le jeu dans une dimension qui est autre que simplement économique. C'est parce que j'ai l'impression que quand vous dites que c'est passé que le jeu est passé vraiment comme un objet culturel, c'est venu qu'à cette dimension, à ce moment où c'est pas lié qu'à l'illustration. Hein. Non mais d'accord, mais c'était quand même en amont, il y avait déjà des jeux qui étaient des institutions, et donc c'était déjà quelque chose de culturel fort. Des échecs, je sais pas, des trucs très basiques et classiques, mais qui étaient déjà des institutions. Donc c'est toujours... c'est pour ça que je me demande si c'est vraiment un problème de passer de produit à objet culturel ou de objet culturel à quelque chose qui, comme on dit ce matin, où on va mettre en avant voilà, des auteurs et finalement on va parler un peu plus d'art pour légitimer et peut-être avoir un peu plus de force sur le plan culturel et donc peut-être demander plus de moyens. C'est toujours un problème, c'est toujours le problème de dire que quelque chose est de l'art, c'est aussi pour avoir plus de levier, on va dire, au niveau... C'est pas forcément pour avoir plus de moyens, mais c'est de la part de la plupart des acteurs de la profession, et en premier lieu des auteurs, oui. D'être reconnus pour le fait que ce qu'ils font est avant tout un travail culturel et une œuvre de l'esprit. Et au niveau de la législation française, par exemple, il n'y a pas de statut d'auteur de jeu. Non, mais ce que je veux dire, moyen, c'est ça aussi. C'est-à-dire avoir un poids dans tous les aspects, que ce soit législatif, que ce soit économique, que ce soit... et le fait d'affirmer que notre domaine c'est un art, ça légitime le fait qu'on puisse dire on peut avoir un statut, on peut... Voilà. Je pense que c'est pas anodin, justement, la question de dire on peut considérer ce domaine comme un art. Sinon, on s'en fout finalement, on pourrait continuer à faire nos trucs, de toute façon on s'éclate avec. Non, le fait de dire c'est quand même quelque chose qui mérite d'être reconnu. On disait ce matin que c'était pas important les classifications, et finalement on s'aperçoit que le mettre parmi, je sais pas, mon 13e art, c'est dire que ça doit avoir les mêmes, à égalité avec les autres arts, les mêmes avantages, etc. En tout cas, être reconnu on reste le lien. Oui, mais je pense que c'est une très bonne... C'est un peu ce que je voulais soulever aussi ce matin comme question, mais je me suis un peu abstenu. En fait, c'est toujours ce problème de... On est tous persuadés, ceux qui travaillent dans le milieu du jeu, que le jeu est un est un objet culturel. Quoi. Et le problème, c'est arriver à le faire comprendre à la grande majorité. Et donc, du coup, on se sent ce besoin de le rapprocher en fait, de la culture par d'autres choses qui sont dans la culture. Donc, dont l'art et dont la culture générale. Parce que souvent aussi, il y a eu un débat sur Trick Track par rapport à ça aussi. Est-ce que le jeu, c'est de la culture ou la culture ludique, c'est quoi? Et il y a beaucoup de gens encore qui disent ouais, mais un jeu culturel, du coup, c'est un jeu éducatif. En gros, c'est un jeu qui parle de culture. Mais un jeu n'a pas besoin de parler de culture ou de parler d'histoire pour avoir sa propre culture. En fait, le jeu est culturel par essence et par lui-même. Donc effectivement, parler d'illustration et de parler d'art par rapport à l'enrobage qui est autour du jeu, effectivement, l'illustration fait partie du jeu. Mais c'est pas, ça me dérange un petit peu, en fait, justement, ces prix, en fait, qui sont donnés à une illustration de jeu. C'est sympathique, mais ça représente pas le jeu. Par contre, moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est pas que je veux de prix, mais par contre, je suis d'accord qu'il mérite, en fait, qu'il y ait une reconnaissance, parce qu'il y a tous les ingrédients pour dire que, pour moi, c'est un art. Mais je dis juste que c'est pas anodin de dire que c'est un art, c'est aussi autre chose que si juste la reconnaissance d'un travail. Le prix de la meilleure illustration de livre, de couverture de livre, bon, ça pourrait paraître aussi assez étrange et réducteur. Une couverture de livre qui est très moche, il y a juste le titre, l'auteur qui est beige, je ne citerai pas la collection de l'éditeur en question, mais voilà, nous quand on voit arriver des choses comme ça, on dit ça va rester sur les étagères. Bon après, c'est en général, ça s'adresse à des initiés, à un certain lectorat, habitués à certaines collections, donc qui s'y connaissent. Donc le jeu, vous avez la même chose, vous avez des joueurs qui sont
vraiment pointues sur certaines choses, etc. Donc c'est vrai que finalement, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas d'image, de photo, rien dessus, mais quand même, ça sort, ça trouve son public. Et, mais pour quand même beaucoup de monde, il me semble, on est très visuel, hein, on est très... à un moment donné, voilà, on va vite, on arrive, on regarde les étagères d'une bibliothèque, clac, 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 ou d'une ludothèque, et c'est quand même l'illustration qui, à un moment donné, peut changer quand même un choix. Non, mais je veux dire, c'est aussi une plus-value dans la... Voilà. Et la reconnaissance, elle arrive toujours après un long cheminement, après beaucoup d'efforts, après beaucoup de travail. Hein. Voilà, objet culturel, pas culturel, livre, machin. Toutes ces questions-là, c'est vrai que ça se règle jamais. C'est toujours... C'est la même chose pour le livre. Hein. La BD, moi j'entends encore c'est souvent des mamans, pardon, les mamans. J'entends beaucoup de mamans encore dire tu prends encore que des BD, quoi. Prends un roman, prends de la lecture, quoi. Donc voilà, et pourtant le livre hein, et la BD a quand même maintenant une certaine visibilité, une autre image qu'autrefois, mais malgré tout, il y a ce long cheminement et à faire entrer les choses comme ça. Et pour rebondir, la musique n'a pas droit à la TVA des objets culturels. Hein. La musique est taxée à 20% et pas à 5,5. Hein. Et pourtant, ils ont fait beaucoup plus de chemin. Donc, la musique, c'est intéressant aussi, parce qu'on parlait justement de votre concept en fait, de ludomédiathèque. Mais en fait, est-ce qu'on pourrait imaginer une médiathèque dans laquelle il y aurait les CD et les livres qui seraient mélangés avec les cassettes vidéo, sur les mêmes étagères En fait, puisqu'à la médiathèque, ça touche à la même chose. Tout à fait, puisqu'à la médiathèque. C'est un jeu que je me suis tracé. C'est le rêve de On met les vidéos au milieu des bouquins de géographie, de voyage, de préparation des vacances, etc. On met les vidéos. Hein. On commence de plus en plus à mélanger aussi tous ces supports qui habituellement en bibliothèque avaient leurs étagères, leurs bacs. On commence à mixer davantage. Toujours dans cette idée, voilà, de ne pas séparer les documents et quelqu'un qui cherche, qui veut préparer ses vacances en Corse, il va aller chercher le guide, puis si à côté il trouve le DVD qui va bien, pourquoi on mettrait ça dans les je trouve l'idée intéressante comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même assez étrange de se dire, tiens, je viens à la bibliothèque pour emprunter un livre, et puis finalement, il est mélangé parmi les jeux. Enfin, là, je repars pas avec un jeu. D'ailleurs, c'est ça le problème. Votre concept n'est pas encore en puisqu'on ne peut pas emprunter de jeux. Donc, du coup, ça fait quand même... Non, on espère, on a déjà les rayonnages de près de jeux. Et je voulais vous poser la question par rapport à ça, d'ailleurs, quand vous allez... Parce que vous avez comme projet quand même de faire de la location de jeux à un moment donné. Enfin, près de jeux. Comment est-ce que vous allez gérer ça, justement, sur ce que les gens pourront emprunter? Est-ce que ça sera, je sais pas, un nombre d'articles dans lequel on pourra mélanger, en fait, soit prendre que des jeux, soit prendre que des livres Alors en fait, on a un abonnement, par exemple, on a un abonnement 10 documents. Donc c'est 10 documents, vous prenez ce que vous voulez. Vous mixez, il n'y a pas de quota ou quoi que ce soit. Donc je pense que ce sera pareil pour le jeu, puisqu'on veut vraiment le traiter comme le reste. Mais par contre, juste sur la classification, je reviens là-dessus, parce que par rapport à... Donc, là, vous disiez, vous donniez l'exemple tout à l'heure que vous mettiez des jeux à thème plus enquête sur l'étagère, des livres polars. Donc, l'idée, c'est actuellement, je ne connais pas la médiathèque, mais la ludomédiathèque, pardon. Mais comment sont rangés les jeux dans l'espace par rapport aux livres et donc, est-ce qu'il y a des thématiques? Comment vous faites ça? Alors, il y a vraiment un côté où il y a les jeux moins de 7 ans, où c'est vraiment, on est dans l'espace qu'on ne voit plus, mais vraiment l'espace où il y a tous les jouets, où là, du coup, tout est mélangé. C'est clair, il n'y a pas vraiment les jeux d'adresse d'un côté et les jeux de mémoire de l'autre. Donc, tout est mélangé, les gens vont du coup piocher et en découvrir de nouveau, parce qu'en plus, ils changent d'une étagère à l'autre en fonction de la personne qui l'a pris et l'a remis ailleurs. Et après, côté vraiment pièce un peu plus familiale, on a les jeux familiaux et courte durée, et après on monte en gamme, en difficulté et en durée de jeu. Pour moi, c'est juste ça la classification actuellement. Et après, quand on peut faire des parallèles, voilà, tous les jeux d'enquête et policiers sont avec les romans policiers, et les jeux de voyage sont plutôt vers les livres de voyage. Et encore quand c'est possible, parce que les étagères de livres aussi sont bien chargées, et des fois il faut trouver la place pour le jeu. Donc, non, j'en enlève.
Non, mais ça fait qu'un an et demi, donc c'est vrai que c'est... au début, on avait du mal à se projeter sur cette structure aussi et voir comment on allait organiser tout ça. Donc, et puis, alors, il faut dire que Céline est arrivée au 15 août, par exemple, et on ouvrait le 18 octobre. Donc, moi, j'ai dû commencer début juillet. Donc voilà, on a Adrien qui est arrivé peut-être 8 jours avant l'ouverture. Donc, on n'a pas eu non plus beaucoup de temps avant pour préparer tout ça et voir comment on allait travailler sur la classification, etc. Bien sûr, j'avais acheté les arts avant qu'elle arrive, etc. Les commandes ont été faites après, enfin, justement à mon arrivée. Moi j'ai commencé à être encore sur Paris, ce qu'on pouvait faire. Mais... Parce que du coup, pour le coup, par exemple, les arts, comment, voilà, vous allez pouvoir peut-être à terme, alors, si jamais le mettre en place, et par rapport aux livres, parce que je sais que les arts, même chez vous dans les ludothèques, ça évolue, certains adaptent, etc. Nous c'est pareil, on a la Dewey pour le classement des bouquins. Et c'est pareil, hein, alors il y a la classification bien claire, nette, bien rigide, et il y a l'adaptation qu'on peut en faire après sur le terrain en fonction des espaces, du public, etc. Il y a une base, effectivement.